Bonjour. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des webinaires de Sciences Po Grenoble qui visent à faire découvrir la recherche au plus grand nombre et c'est le deuxième cycle. Je m'appelle Dorian Guinard, je suis maître de conférence en droit public à l'Institut d'études politiques de Grenoble et le webinaire d'aujourd'hui portera sur ce qu'on appelle la raison impérative d'intérêt public majeur. Et c'est du droit de l'environnement et ça vise en gros en substance à vous expliquer comment les impératifs liés à des projets économiques ou à des dimensions sociales peuvent s'articuler avec des impératifs issus de la protection de l'environnement et notamment de la protection des espèces protégées. Alors, la raison impérative d'intérêt public majeur, c'est une notion européenne au départ qui trouve son origine dans la directive Habitat de 1992 qui est liée aux espèces protégées et qui a été traduite en droit français par plusieurs instruments, une loi de 2006, puis une ordonnance de 2013, et qui est donc codifiée dans le Code de l'environnement à l'article L411-1 et 2 de ce code. Alors, l'idée, c'est qu'il y a une interdiction de détruire les espèces protégées en Europe et en France, et qu'on ne peut déroger à cette interdiction, c'est-à-dire qu'on peut surmonter cette interdiction que s'il y a plusieurs critères qui sont réunis, notamment le fait qu'il ne faut pas que cette dérogation nuise à la conservation favorable des espèces protégées, qu'il y ait des mesures, on va dire, de compensation, donc il y a tout un dispositif qui s'appelle ERC, donc éviter, compenser, réduire, et puis il y a une justification par rapport au projet, il faut que le projet soit fondé par ce qu'on appelle une raison impérative d'intérêt public majeur. Et donc, du coup, là, il y a deux questions tout de suite qui surgissent. C'est qu'est-ce qu'une raison impérative d'intérêt public majeur et comment on arrive à la mettre en action, c'est-à-dire la faire vivre juridiquement, d'abord par la préfecture et puis ensuite par les juges. Alors, pourquoi d'abord la préfecture? Parce que c'est le préfet qui va autoriser tel ou tel projet parce qu'il estime qu'il y a une raison impérative d'intérêt public majeur qui le fonde. Et ensuite, du coup, ce type d'arrêté préfectoral peut être déféré, donc soumis à la censure d'un juge, en l'occurrence le juge administratif, et c'est la plupart du temps le fait d'associations. Donc il y a un rôle très très important des associations qui vont scruter les différents arrêtés préfectoraux qui autorisent ces destructions d'espèces protégées et qui, du coup, vont saisir les juges administratifs pour que le juge administratif regarde si le projet est valide. Donc, deux axes que nous allons traiter ici. Un premier axe sur mais que peut bien évoquer cette R2IPM, donc raison impérative d'intérêt public majeur, puis un deuxième axe sur le rôle important des associations dans la transmission de ce type de projet à la censure du juge. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que en matière d'environnement et singulièrement en matière de biodiversité, donc tout le monde est à peu près conscient de ce qui se passe avec le dérèglement climatique, notamment parce que le GIEC, le 4 avril, a rendu son troisième opus sur les capacités d'adaptation. Mais il y a une autre dimension de l'environnement qui est moins connue, qui est liée à la biodiversité et qui est extrêmement peu médiatisée. Et donc, il faut toujours l'avoir en tête parce que là, on va parler de la biodiversité la plus vulnérable, celle qui est protégée juridiquement pour des raisons justement de vulnérabilité. Alors, je ne vais pas faire le lien avec tous les travaux scientifiques qui pointent à 75% d'extinction de biomasse de l'entomofaune, une faune du sol qui est réduite à portion congrue dans les champs cultivés de façon intensive ou à un effondrement d'à peu près 30 à 35% des oiseaux des champs, 40% dans certaines zones agricoles. Donc, on est dans un contexte de biodiversité qui s'effondre et on est dans un contexte juridique encore plus particulier, on est dans un contexte où c'est une biodiversité protégée pour des raisons de vulnérabilité qui est concernée. Et donc, du coup, l'idée, c'est que parce que cette biodiversité est très vulnérable et qu'elle est protégée juridiquement, pour faire un projet qui a pour but une dimension économique ou sociale, mais qui va avoir comme conséquence une destruction de ces espèces ou de leur habitat, eh bien, il faut une sacrée bonne raison d'intérêt général pour pouvoir arriver à fonder cette dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces protégées qui sont très vulnérables. Alors, le premier axe d'analyse, c'est un axe d'analyse sur les caractéristiques, sur l'essence même de cette R2IPM. Et l'idée, c'est quand même de dire dès le départ que dans raison impérative d'intérêt public majeur qui va venir fonder le projet économico-social qui va détruire les espèces protégées,
Et ben, dans cette analyse de l'essence de cette notion, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle est extraordinairement à géométrie variable ou à texture ouverte. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne signifie pas grand-chose. On ne sait pas ce que veut dire strictement majeur, on ne sait pas ce que veut dire impératif et on ne sait pas ce que veut dire intérêt public au sens objectif du terme. Et donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une notion, parce qu'elle est à géométrie variable ou à texture ouverte, va en réalité procéder de la volonté des autorités qui sont amenées à concrétiser cette notion. En premier lieu, la préfecture, parce que c'est le préfet qui va signer les arrêtés de dérogation, et s'il est saisi, le juge administratif. Donc, la première caractéristique essentielle de cette notion, c'est qu'elle n'est pas figée dans le temps, elle n'est pas figée géographiquement et qu'elle dépend non pas d'une interprétation objective qui permettrait de circonscrire très précisément cette notion, mais qu'elle procède de la volonté des préfectures et ensuite de la volonté des juges administratifs, tribunal administratif, cour administrative d'appel et éventuellement conseil d'État. Ça, c'est la première chose à retenir, le caractère extrêmement flou de cette notion. La deuxième chose à retenir dans ce cadre-là, c'est de se dire, pour arriver à mieux cerner cette raison impérative d'intérêt public majeur, il faut regarder ce que disent les juges. C'est-à-dire qu'il faut regarder quelles sont les volontés, quelles sont les mobilisations, quelles sont les conceptions qu'ont les juges administratifs de cette notion pour arriver à peu près déterminer son champ et se faire une idée plus précise de cette mobilisation dans le contentieux. Et là, du coup, on a un certain nombre de jurisprudences qui nous ont permis et qui nous permettent, parce que c'est une notion relativement jeune, de voir quels sont les contours de cette notion et finalement à quoi elle peut bien faire référence. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de voir cette articulation entre impératif économique et protection de la biodiversité dans des domaines spécifiques comme les énergies renouvelables ou les carrières ou l'électricité. Et par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne estime dans plusieurs arrêts, notamment un arrêt de 2011 et un arrêt de 2019, que comment on appelle ça, les concessions minières peuvent tout à fait représenter un intérêt public majeur qui justifie la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces. Et donc, c'est une vraie portée parce que les concessions minières sont terriblement destructrices de l'environnement et il faut vraiment une raison extrêmement dense en intérêt public ou en intérêt majeur pour pouvoir la fonder. La Cour de justice a estimé ça dans un arrêt de 2011, commission contre Espagne, je crois. Dans un autre arrêt Interenvironnement Wallonie de 2019, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la production d'électricité peut tout à fait fonder une raison impérative d'intérêt public majeur. Et donc, du coup, si on se concentre un petit peu sur les grands champs contentieux en ce moment, la question devient, mais est-ce que la fabrication d'éoliennes, par exemple, et la pose d'éoliennes peut permettre de détruire les espèces protégées au nom d'un impératif majeur qui est celui de la production d'électricité renouvelable. Et là, le Conseil d'État a rendu un certain nombre d'arrêts à la suite de jugements des tribunaux et d'arrêts des cours administratives d'appel et a une position qui est un petit peu subtile parce qu'elle repose sur la production de chaque projet en termes de mégawattheures et de l'insertion de ce projet dans les stratégies nationales de production d'électricité et les stratégies régionales de production du parc électrique. Et donc, du coup, il n'y a pas de ligne extrêmement fixe en disant les productions de champs éoliens d'électricité du coup renouvelable sont constitutives d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Et donc, du coup, on va justifier, légitimer, valider tous les champs éoliens qui se construisent, peu importe les espèces protégées qui sont détruites. Non, c'est plus compliqué que ça. Dans plusieurs décisions, le Conseil d'État va véritablement regarder, donc en 2021, il y a une décision phare du Conseil d'État qui s'appelle la forêt de Lanouet. C'est un champ éolien construit en Bretagne, dans le Morbihan, je crois, et qui va produire 51 000 mégawatts par an, et qui va du coup être validé par le Conseil d'État parce qu'il contribue de façon significative à la production de l'électricité en Bretagne. A contrario, il ne faudrait pas penser que c'est le cas partout. Dans un arrêt qui a été rendu le 10 mars 2022, donc c'est très récent, le Conseil d'État a, comme avait fait la Cour administrative d'appel, donc là on est plus en Occitanie, a annulé un parc éolien qui produisait 31 000 mégawatts par an pour la raison que c'était trop peu significatif
en termes de production électrique dans cette région. Et donc, du coup, qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Donc, on est vraiment sur une appréciation dite casuistique des juges pour déterminer si on est véritablement en présence d'un projet qui mobilise une raison impérative d'intérêt public majeur. Et le Conseil d'État, comme le juge administratif de premier ressort, comme la Cour administrative d'appel, va véritablement à chaque fois regarder toutes les caractéristiques du projet, le nombre d'électricité produite, l'insertion dans un schéma régional de production d'électricité pour voir si on est en présence d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Toutes les énergies renouvelables, d'ailleurs, ne sont pas constitutives d'une telle raison, d'une telle R2IPM. Pareil, la production hydroélectrique n'est pas forcément constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Et ça a été rappelé par plusieurs juges, notamment le Conseil d'État en 2021. C'est un arrêt qui s'appelait Centrale hydroélectrique d'Ambre-Fontenot. Et ce qu'il faut retenir du coup de ces jurisprudences, c'est que tous les projets d'énergie renouvelable ne sont pas constitutifs de ce type de raison. Alors, c'est intéressant aussi par rapport aux carrières quand on regarde ça, parce qu'il y a beaucoup de projets de carrières, donc l'extraction de gravats, notamment de carbonate de calcium, qui sont contestés devant les tribunaux parce que le renouvellement d'une concession de ce type de gravat ou l'extension d'une carrière est demandée par les exploitants au préfet, et beaucoup de préfets valident ces extensions au nom de cette R2IPM, et ces projets sont contestés, et la quasi-totalité du temps, ces projets sont annulés par les juges administratifs pour défaut de R2IPM, c'est-à-dire que le juge administratif ne voit pas dans l'extraction de gravats classiques une raison majeure qui permette de détruire les espèces protégées. Donc, ils sont quasiment tous annulés, ces projets. Il y a une exception qui est un arrêt qui s'appelle Société La Provençale, qui a été rendu par le Conseil d'État en 2000, mais l'exception, elle existe parce que ce projet était un projet qui mettait en avant une carrière où il y avait un gisement unique de marbre blanc, unique en Europe, et ça permettait du coup une indépendance de la France dans l'approvisionnement de ce type de matériau unique, très très spécifique, en carbonate de calcium. Donc voilà, il faut vraiment rentrer dans la spécificité, l'unicité, l'exceptionnalité. Voilà, l'exceptionnalité. C'est ce que rappelle d'ailleurs la Cour de justice à longueur de temps dans sa jurisprudence. Il faut être en présence d'un projet exceptionnel et unique pour arriver à fonder une dérogation à l'interdiction de détruire les espèces protégées. Parfois, le nombre d'emplois créés va permettre une dimension économique très très importante, et le juge administratif permettra ce type de projet en fonction d'une analyse qui lui est propre, et parfois refusera ce type de projet. Il y a un projet, par exemple, qui a été refusé qui s'appelle Val Tolosa, où il y avait une création très, très substantielle d'emplois avec un investissement de plus de 300 millions d'euros, et ça a quand même été refusé pour défaut de R2IPM. Donc ça, il faut donc retenir plusieurs choses. La dimension économique est analysée par le juge administratif avec une analyse très, très fine des dossiers, et donc l'insertion de ce projet dans le contexte économique, création substantielle d'emplois dans une zone sinistrée ou pas sinistrée, va procéder d'une analyse extrêmement fine en termes de production d'électricité, si on prend les énergies renouvelables, et va regarder à chaque fois toutes les caractéristiques du projet pour voir si les espèces protégées qui sont sur la zone du projet vont être détruites pour ce type de raisons. Et s'ils constatent que ces raisons sont trop peu signifiantes, si elles sont trop peu denses en termes d'intérêt général, le juge administratif, comme le juge de l'Union européenne, refuse ce type de projet et donc ne permet pas que les espèces protégées soient détruites. Deuxième temps de l'analyse, c'est un temps qui est consacré du coup au rôle très très important des préfectures et des associations. Pourquoi? Parce que les préfectures sont le premier échelon de concrétisation normative de cette raison impérative d'intérêt public majeur. C'est-à-dire que c'est les préfets qui vont déterminer si les projets qui leur sont soumis sont suffisamment denses en termes d'intérêt général. Donc, on dit impératif majeur, mais c'est l'intérêt général qu'il y a derrière. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment d'emplois qui sont créés? Est-ce que ça va s'insérer dans des zones qui sont à faible densité, enfin avec un fort taux de chômage? Est-ce que ça va avoir une dimension sociale importante, type construction de logements sociaux? Et ils vont peser ça, ils vont mobiliser ça avec un impératif de protection de la biodiversité. Il y a un certain nombre de listes d'espèces protégées sur le site futur du projet qui sont répertoriées. Et il va regarder si, en fonction de cette articulation-là, eh bien, le projet doit être autorisé ou pas.
Et il se trouve que c'est pour ça que le rôle préfectoral est éminemment important parce que c'est la première autorité normative qui va produire une norme qui est l'arrêté préfectoral. Il est très très important à étudier parce que c'est celui qui va le premier concrétiser cette articulation entre des impératifs économiques et des impératifs liés à la protection de la biodiversité. Et ce que l'on s'aperçoit statistiquement, c'est qu'il y a une énorme prévalence donnée par les préfectures à la dimension économique au détriment de la protection de la biodiversité. Et pourquoi on sait ça? Parce qu'il y a énormément de projets, notamment les projets liés aux carrières. Ça, c'est statistiquement imparable. Il y a énormément de projets liés aux carrières qui sont invalidés par les juges administratifs pour défaut de R2IPM. Et donc, le constat qu'il faut faire aujourd'hui, statistique, il ne s'agit pas de faire un constat, on va dire, fondé sur la volonté spécifique de chaque projet dans chaque département. Il se trouve que ceci est harmonisé sur l'ensemble du territoire français. Il y a une prévalence, une primauté qui est donnée aux impératifs économiques sur les impératifs de protection de la biodiversité à l'échelon préfectoral. Parce qu'à l'échelon du contentieux, c'est un petit peu l'inverse qu'il faut constater. C'est-à-dire qu'il y a énormément de juges qui annulent les projets préfectoraux que je viens de citer pour défaut de R2IPM. Et donc, du coup, il y a aujourd'hui une conception différente au sein du prétoire, donc au sein des juges administratifs, par rapport aux cabinets préfectoraux qui sont chargés de valider ces projets. Donc, là, il y a un premier hiatus qu'il faut arriver à bien percevoir, d'où l'importance extraordinaire du juge dans cette problématique, et donc du coup, d'où l'importance extraordinaire donnée au levier qui va actionner les juges administratifs, parce que les juges administratifs ne peuvent pas s'autosaisir de la contestation des arrêtés préfectoraux, et ce levier, c'est le levier associatif. Parce que s'il n'y a pas de levier associatif pour contester les arrêtés préfectoraux devant les juges administratifs, il n'y a pas de protection réelle de la biodiversité la plus menacée. Encore une fois, on parle ici non pas de la biodiversité dite ordinaire, on parle ici d'une biodiversité déjà protégée par le droit parce qu'elle est extrêmement vulnérable, parce qu'elle est en danger ou qu'elle est menacée d'extinction. Et donc, ce qui est important, c'est de pointer le fait que le levier associatif va saisir les juges administratifs, donc les associations, France Nature Environnement, Génération Future, enfin plein d'associations, vont saisir les juges administratifs pour contester ces projets parce que ces associations estiment qu'il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur qui vient fonder un projet et qui vient détruire aussi les espèces protégées. Et donc, tout le rôle des associations est d'arriver à construire un argumentaire scientifique et juridique, scientifique parce qu'il faut bien répertorier les espèces protégées qui peuvent être détruites sur le site ou qui vont voir leur habitat réduit ou détruit, et expliquer ça, qualifier juridiquement ce constat scientifique devant un juge administratif pour convaincre le juge administratif que le droit, et ici l'article L411-2 du Code de l'environnement, n'est pas respecté par les préfectures. Il se trouve que statistiquement, il y a énormément de victoires des associations parce que les juges administratifs n'ont pas la même appréhension aujourd'hui, statistiquement parlant, que les préfectures quand ces préfectures doivent valider un projet. La conclusion qu'il faut aussi en tirer, c'est que s'il n'y a pas ce rôle associatif, qui ont un intérêt à agir pour aller devant le juge et donc dire, bah voilà, on défendait la nature et donc du coup on défendait la biodiversité et cette espèce de biodiversité-là est menacée par ce projet, si ce rôle associatif n'existe pas, l'intérêt général de protection de la biodiversité ne trouve pas de serviteur et donc du coup ne peut pas être défendu parce qu'il n'y a pas de saisine automatique du juge sur les projets attentatoires à l'environnement validés par les préfectures. Et la préfecture ne va pas saisir le juge, elle ne va pas saisir un juge pour contester son propre arrêté. Donc c'est un rôle extrêmement important qu'a le juge administratif, mais il est important parce que les associations sont là pour faire parler le juge, pour saisir le juge, pour que son office puisse être respecté. Et donc, si on n'a pas un certain nombre de citoyens actifs dans les associations qui regardent, observent, critiquent, commentent, puis contestent les arrêtés préfectoraux de destruction de la nature, il n'y a pas de protection effective de la biodiversité protégée sur ce type de projet. Et là où il faudrait sans doute une modification du droit, c'est qu'il faudrait que l'ensemble des arrêtés préfectoraux attentatoires à la biodiversité soient transmis d'office au juge administratif pour que celui-ci, automatiquement, compte tenu de l'état de la biodiversité, qui est un état catastrophique, que j'ai rappelé très brièvement au début, mais on pourrait parler longtemps de l'état catastrophique de la biodiversité, notamment de l'entomofaune, de la faune du sol et de la vifaune, liée aux oiseaux, il faudrait du coup que le juge administratif soit automatiquement saisi de ce type de projet pour qu'il devienne
un véritable défenseur de l'environnement et de la légalité des actes administratifs. Les deux peuvent être liés. Et c'est aujourd'hui une carence du droit en ce que le droit, le système juridique français, ne permet pas une saisine automatique des juges sur des projets attentatoires au droit de l'environnement et singulièrement aux droits des espèces protégées. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre problématique liée au droit de l'environnement.